Or, par un de ces paradoxes dont l'air qui s'ouvrait allait se montrer cruellement fertile au point de troubler et même de désespérer la plupart des esprits, Morzamba et le jongleur, qui avaient tant fait pour provoquer l'événement, durent abandonner Fort-Nègre et son faubourg maudit, Cola-Cola, le jour même de la proclamation de l'indépendance. Combattant à la fois victorieux et défaits, ils désertaient la familiarité d'un champ semé d'exploits que seuls pouvaient désormais moissonner leurs ennemis. Ils allaient chercher refuge sur des positions aussi inaccessibles qu'aléatoires. Ni l'un ni l'autre des amis n'était homme à rester sur une débâcle, et la constance de Morzamba, trempée par ses interminables années d'épreuves, pouvait à bon droit se reposer sur l'astuce jamais assoupie de Morkinda. Sans aucun doute, de nouveaux feux d'artifice, jaillis d'ailleurs, très loin de Cola-Cola, illumineraient souvent la nuit longue, prophétisée par Ouragan Viette, pour succéder à la disparition de Rouben. Le départ même, à l'image de la suite de l'expédition, n'alla pas sans imprévu. La veille, les deux amis avaient soigneusement confectionné chacun son ballot, y rangeant, outre les armes offertes par les dirigeants rubénistes, leurs effets personnels. Toutefois, le jongleur qui se complaisait dans la cachotterie s'était ingénié à priver son compagnon de toute chance de dénombrer exactement les objets qu'il transportait, et encore moins de connaître leur nature précise. Mais il n'avait pas manqué de s'arroger le privilège de transporter la grosse boîte de produits pharmaceutiques promise par le dirigeant clandestin et remise le jour et à l'heure convenue, au grand émerveillement de Joe le jongleur, qui affirma n'avoir observé autant de discipline et de ponctualité que chez les négriers. Quelle organisation, balbutiait-il, extatique. Ensuite, l'ancien mauvais garçon avait presque constamment trahi son insatisfaction par des signes que seul percevait Morzamba. Celui-ci ne fut donc pas surpris lorsque son ami se confia enfin. Mais il fut loin de soupçonner le projet monstrueux, jailli brusquement comme une flamèche incendiaire dans cette imagination perpétuellement incandescente. Nous n'avons pas assez d'équipement, avait soupiré le jongleur tard dans la soirée. Mon petit doigt me dit que nous n'aurons jamais assez de matériel. Mais du matériel pour quoi faire avait demandé Morzamba intrigué. Justement, quand on ignore à qui et à quoi on aura affaire, il vaut mieux avoir trop de matériel que pas assez. Bon, et alors? J'ai une idée. Ce n'est pas toi qui aurais pensé à ça, hein, le pecno. Demain matin de bonne heure, je me rends au groupe scolaire du 18 juin, sur le plateau, comme si je venais reprendre sagement ma place de petit boy docile. Je connais mon Sadrinelli. Je l'ai bien en main. D'ailleurs, j'ai d'excellentes raisons, je lui dirai. J'y demande pardon, missier, que moi pas venir travailler hier, puis avant-hier, et avant et encore avant. Que moi, missier, j'y avais les jetons, qu'il y en a partout, plein les brigands à Ruben. Ah, missier, ces salauds-là, faut seulement les zigouiller tous. Et tout de suite, oui, missier. Je le connais. Il rigolera en se tapant sur les cuisses, et après avoir repris bruyamment son souffle, tu sais, en faisant i-an, comme un âne, il me dira sacré race, sacré race. Et maintenant, finita la commedia, au boulot. Pour le reste, grand-père, fais-moi confiance pour régler avec lui quelques vieux petits contes depuis trop longtemps en suspens. Fais-moi confiance, oui. Simplement, tiens-toi prêt à décamper sitôt que je reparaîtrai. Contre toutes les objurgations de Morzamba, alarmé surtout par l'ésotérisme des propos de l'arsouille manqué, la détermination de Joe le jongleur tint bon. Or donc, le 1er janvier, même, les événements se succédèrent à peu près dans l'ordre que voici. Morzamba, qui avait fort mal dormi,
fut debout très tôt, peut-être vers 4 heures du matin, sans aucune nécessité, de sorte que, muet de réprobation, il put assister aux préparatifs de son ami et au départ de celui-ci, tout aussi peu loquace mais par taquinerie. Puis, du pas de la porte, il se mit à contempler le lever de son cola-cola, avec la curiosité glacée du hors-la-loi, veillant à l'entrée de sa caverne. Personne, à l'observer, ne se serait douté que ce géant, dont la prunelle de temps en temps frémissait, dont ne sait quelle flamme, combative mal contenue, était la proie d'un cas de conscience sentimentale. Irait-il ou non saluer la famille Lobila avant d'abandonner Cola Cola, peut-être sans retour? Elle l'avait accueilli, et par la suite toujours traité avec générosité.